Bonjour Azadekian. Bonjour. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Et bonjour Paul. Bonjour à tous les trois. Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue. Azadekian, vous êtes franco-iranienne et sociologue. Merci d'être avec nous sur France Info. Nous sommes 3 semaines après la contestation en Iran et la répression qui a suivi. Et Donald Trump, qui avait promis de secourir les Iraniens menacés de frapper le régime, entretient désormais le flou. On l'écoute. Nous avons une armada, nous avons une flotte massive. Nous avons une flotte massive qui se dirige dans cette direction. Mais peut-être que nous n'aurons pas à l'utiliser, nous verrons bien. Donald Trump qui en même temps dit espérer trouver un accord avec l'Iran. Frédéric Ancel, qu'est-ce que vous comprenez de ces dernières prises de parole? Il va frapper ou pas? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un néoconservateur. Ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à la démocratie, qui s'intéresse aux droits de l'homme, c'est même le moins qu'on puisse dire. Et lorsque Trump encourageait les manifestants iraniens face au régime, on avait affaire à un cynisme tout à fait assumé, dans la mesure où, évidemment, il n'interviendrait pas, et je le dis depuis des semaines, en faveur de la population iranienne. En revanche, on a affaire à quelqu'un qui est résolument opposé, mais pour être honnête, comme pratiquement la terre entière, au nucléaire iranien. Et je rappelle qu'il y avait déjà eu un accord signé en 2015 entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et l'Iran sur cet accord. À l'époque, c'était Obama. Et que Trump, 2 ans plus tard, l'avait littéralement cassé, enfin vidé de sa substance. Donc il veut absolument trouver un accord sur le nucléaire. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de soutenir la population iranienne. Vous êtes sûr de ça? Parce qu'en recevant des journalistes dans le bureau Oval vendredi, le président américain a dit 1. Stop effectivement au nucléaire, et 2. Stop killing protesters, arrêtez de tuer des manifestants. Dans son discours, il dit ça aussi. Vous ne le croyez pas sincère? Sur le plan discursif, ça, très bien. Il dit beaucoup de choses. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a fait ces dernières semaines, de près ou de loin, pour soutenir dans les actes la contestation à la fois légitime et extraordinairement courageuse de la population iranienne? Rien. Alors que sur le plan balistique et sur le plan nucléaire, souvenez-vous de juin dernier, où là, effectivement, il a propulsé une méga-bombe sur l'Iran. Mais encore une fois, ça n'avait rien à voir avec les revendications légitimes de la population iranienne. Azadekian, vous êtes franco-iranienne, vous avez des contacts là-bas. Les Iraniens, la situation des Iraniens, les souffrances des Iraniens, c'est pas la priorité du président américain? Absolument pas. Je pense que on l'a déjà vu à l'œuvre. Surtout, il a promis d'intervenir en faveur de la population lorsque le taux de massacre de la population n'était pas aussi élevé que ça. Là, c'était pendant les premiers jours. Or, il y a beaucoup d'Iraniens qui sont pour le dépassement de ce régime et pour le renversement de ce régime, qui l'ont cru et sont allés manifester aussi dans la rue. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'il y a pas... Ça les a portés, ça les a encouragés à sortir parce qu'ils se sont dit les États-Unis interviendront. Bien évidemment, il a dit je suis avec vous, allez-y, on est là, etc. Donc il est pour moi aussi co-responsable de ce massacre de la population. Carrément co-responsable. Co-responsable parce que c'est lui, c'est Trump qui aussi a encouragé beaucoup d'Iraniens d'aller, par exemple, occuper les centres des villes, etc. Et derrière, il n'y a rien eu. Et donc, de ce fait, personne ne fait aucune illusion quant voilà, Trump n'est pas pour la démocratie, etc. Mais en même temps, les Iraniens, beaucoup d'Iraniens maintenant craignent la guerre parce que justement, on a vu ce que le 12 juin ça donnait. Il y a quand même 1200 civils innocents qui ont été tués suite à des frappes israélo-américaines. Et on va prendre le temps, et notamment d'évoquer avec vous la situation en Iran. Mais juste avant, Frédéric Ancel, ce week-end, il y a eu de mystérieuses explosions sur le détroit d'Ormuz. Les autorités parlent d'une fuite de gaz. On a entendu le président américain dire qu'il parlait d'une armada, d'une flottille qui est notamment autour de ce détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette explosion? Comment vous l'analysez-vous? Il faut comprendre l'extraordinaire capacité des services de renseignement israéliens d'une part, américains d'autre part, à pénétrer jusqu'au cœur du régime, en tout cas du complexe militaro-industriel. Donc c'est pas une fuite de gaz, c'est le Mossad? Ça, je ne peux pas vous garantir aujourd'hui que c'est une fuite de gaz. Je peux vous dire que si c'était une fuite de gaz, alors ce serait une première depuis très longtemps, parce que voilà quand même de très nombreuses années qu'un certain nombre de matériels et personnels liés au nucléaire iranien subissent quand même des avanies et des coups extraordinairement durs. Pourquoi c'est si important le détroit d'Ormuz? Mais c'est très important le détroit d'Ormuz parce que d'abord c'est encore l'une des jugulaires pétrolières mondiales. C'est un petit peu moins d'un quart maintenant du brut exporté, notamment vers l'Europe d'une part. D'autre part parce que la quasi-totalité des États situés dans ce golfe sont militairement alliés des États-Unis.
Alors c'est notamment vrai des Émirats Arabes Unis, c'est vrai du Qatar, c'est vrai du Koweït, c'est vrai de l'Arabie Saoudite. Et j'ajoute un point supplémentaire, c'est que les Émirats Arabes Unis, eux, sont également alliés de la France, mais également aujourd'hui d'Israël. Donc on est vraiment dans une région extraordinairement importante d'un point de vue géostratégique. Azadekian, qu'attendent les Iraniens aujourd'hui? Est-ce qu'ils espèrent toujours une intervention américaine? Écoutez, les Iraniens, c'est difficile à dire, personne ne le sait. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui craignent, comme je le disais, d'une nouvelle guerre et la destruction de leur pays et de nouveau énormément de civils innocents tués. On sait que la guerre chirurgicale n'existe pas, les attaques chirurgicales n'existent pas. Quand, par exemple, on connaît comment sont stationnés les gardiens de la révolution partout dans les villes et même les centrales nucléaires, on sait que si jamais les États-Unis attaquent, il y aura énormément aussi de destruction et de tués. Les Iraniens avec lesquels j'ai pu discuter depuis que Internet a été, réouverte de nouveau. Il faut quand même rappeler qu'ils ont coupé Internet pour 93 millions de personnes pendant 10 jours. Absolument, absolument. Et nous, on n'avait vraiment aucune nouvelle de nos amis, de nos familles, etc. Et donc, c'était nous aussi à l'étranger, les membres de la diaspora, nous vivions dans une angoisse, mais terrible. Et après, on a su effectivement l'ampleur de ce massacre qui est inégalé, inédit, je pense, dans le monde même. Mais de toute façon, les Iraniens attendent l'intervention des Occidentaux, des démocraties occidentales, mais pas nécessairement la guerre. C'est ça, et les avis sont divisés, si vous voulez. Mais à ne rien faire, non. Par exemple, la décision de l'Union européenne de placer les gardiens de la révolution, qui sont responsables aussi, avec Khamenei, de ce massacre sur la liste des organisations terroristes, est un pas en avant. Ma foi, c'est une demande de beaucoup d'Iraniens depuis au moins 2023, le mouvement Fin Vie Liberté, et à chaque fois on nous disait c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous voyez bien que maintenant ça a été possible, mais il a fallu je ne sais pas, des dizaines de milliers de tués pour que l'Europe fasse un petit pas en avant. Après des années de lobbying en ce sens, Frédéric Ancel, Donald Trump aujourd'hui parle de négociations avec l'Iran. Parfois il dit très bonne négociation, potentiellement un bon accord. Il parle de quoi exactement? Qu'est-ce qui se joue là? Très concrètement, il parle de la capacité nucléaire, potentiellement militaire, de l'Iran, dont il ne veut pas. Mais tout à l'heure, je vous disais que la planète entière ne le veut pas. Je rappelle qu'en 68 a été signé par la quasi-totalité des États un traité, le traité de non-prolifération. Et celui-ci n'a jamais été réellement transgressé à ce jour. Si l'Iran franchissait le pas, alors que l'Iran est signataire de ce traité, eh bien ce serait une première. Et une première ouvrant la porte à une nucléarisation et à une comment dirais-je, une démocratisation au sens négatif du terme, c'est-à-dire une prolifération nucléaire mondiale. Personne n'en veut. Mais quand je vous dis personne, les Russes et les Chinois ont maintenu depuis le 1er janvier 2007, donc début des trains de sanctions liés à ce nucléaire iranien, ont maintenu eux-mêmes ces sanctions. Autrement dit, Trump aujourd'hui se fait un peu, par un faux paradoxe, le porte-parole de la quasi-totalité de la communauté internationale contre la capacité éventuelle de l'Iran de se doter de la bombe. C'est ça qui est dangereux. Mais vous y croyez? Moi, je crois surtout que Trump accepterait de laisser ce régime assassin en place, à condition que ce qui l'intéresse en particulier, c'est-à-dire le rejet de la possibilité pour l'Iran de se doter d'une arme atomique, que craint notamment toute la région. Je parlais tout à l'heure des alliés arabes des États-Unis dans la région, qui craignent évidemment l'obtention par l'Iran de la bombe atomique. Encore une fois, j'établis une distinction très nette entre les questions éthiques, morales, démocratiques, dont se fiche totalement Trump, et la question du nucléaire iranien. Et les mollahs, est-ce qu'on peut dire de façon un petit peu schématique, mais si possible réaliste, que les mollahs sont prêts à lâcher du lait sur le nucléaire, mais pas un centime de leur pouvoir sur toutes les questions démocratiques dont vous parlez? Alors moi, j'en suis totalement convaincu, mais je parle sous le contrôle d'Azadeh. Depuis 1979, la République islamique d'Iran a, me semble-t-il, démontré une capacité à établir des faits cosmétiques, si vous voulez, à faire des efforts formels pour faire croire aux Occidentaux, et pas seulement aux Occidentaux, à une grande partie de la région, qu'ils étaient en capacité de se modifier, de modifier leur régime en profondeur. Manifestement, et on l'a vu de manière extrêmement cruelle ces dernières semaines, en réalité, c'est de la cosmétique et du mensonge. C'est la raison pour laquelle je serai très prudent sur cette question. Azadekian, il représente quoi ce programme nucléaire pour le régime aujourd'hui? C'est quoi? C'est un motif de fierté, d'indépendance
Écoutez, pour le régime peut-être, mais certainement pas pour la population. Il faut savoir que des dizaines de milliards de dollars déjà ont été dépensés pour le nucléaire iranien et finalement, ça n'a servi à rien du tout. Que la population iranienne ne veut pas le nucléaire militaire, ça a été dit à maintes reprises. Ce que les Iraniens demandent et revendiquent, c'est le changement de ce régime, raison pour laquelle personne ne comprend à quoi bon de négocier sur le nucléaire iranien entre Trump et Khamenei, alors même qu'il avait promis d'aller dans le sens de la population. Donc en fait, écoutez, aujourd'hui, on a dépassé tout ça. Je pense que le massacre de ces dernières semaines a fait basculer énormément de choses. Je vois même les gens qui pensaient que ce régime était peut-être encore réformable et qui aujourd'hui, effectivement, sont d'accord pour dire qu'on ne peut plus rien faire avec ce régime. Il faut dépasser ce régime. Maintenant, la solution est ne pas diffuser le sang des Iraniens, des civils iraniens, ne pas détruire le pays. Raison pour laquelle une guerre comme ça de loin et des bombardements, bien sûr, risque de ne pas changer le régime et au lieu de changer le régime, peut-être même radicaliser encore davantage les gardiens de la révolution et les mollahs. Frédéric Ancel, quand le ministre des Affaires étrangères français dit hier à Libération que l'Iran, je le cite, doit se résoudre à des concessions majeures, est-ce que quiconque en Iran écoute encore la France ? Eh bien, je le crois. Je le crois parce que la France dispose de bases militaires extrêmement importantes et en réalité stratégiques aux Émirats Arabes Unis, je le disais tout à l'heure. C'est vrai aussi, absolument, c'est vrai aussi de la Jordanie. Nous avons des chasseurs bombardiers en Jordanie. Et puis, nous avons un certain nombre de relais politiques très importants dans la région. Nous avons des fournisseurs, des clients, etc. Et je pense notamment aux Émirats, encore une fois, mais aussi à l'Arabie Saoudite et à d'autres pays. Donc la France, évidemment, très loin des États-Unis par définition, puisque je le dis et je le répète, les États-Unis sont au Moyen-Orient plus que jamais la seule et unique puissance globale, en réalité, bien devant la Russie et même la Chine, mais loin derrière les Américains, la France est l'une des puissances majeures de cette région. On continue d'en parler dans un instant. On va parler aussi des conséquences qu'aurait une intervention américaine. Mais tout de suite, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Après Gigos, Nidal, Galia, Pico, Baby Bio, c'est au tour de Popote de rappeler du lait infantile. Cela concerne de l'eau de lait premier âge contaminée par la toxine céréulide. La marque affirme qu'elle prend en quelque sorte de l'avance puisque la France veut abaisser le seuil autorisé pour cette toxine. De la même manière, Baby Bio rappelle aussi 3 nouveaux lots ce matin. 2 stars qui s'en prennent à Donald Trump lors de la cérémonie des Grammy Awards. 2 stars récompensées qui dénoncent sur scène la politique migratoire du président américain. Nous ne sommes pas des sauvages. Il ne faut pas se laisser contaminer par la haine, a notamment lancé Bad Bunny, originaire de Porto Rico. Le passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte a rouvert ce matin dans les 2 sens pour les habitants. C'est ce qu'affirment les autorités israéliennes. Ce passage fermé depuis mai 2024 est un axe clé pour l'évacuation de blessés et l'entrée de l'aide à Gaza. Ils sont de nouveau sur la plus haute marche du podium. Les Parisiens premiers de Ligue 1 après leur victoire 2-1 contre Strasbourg hier soir. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po, auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu chez Odile Jacob, et Azadeh Kian, professeur émérite de sociologie à l'université Paris-Cité. Qu'attend le peuple iranien aujourd'hui, Paul ? On écoute l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani sur France Inter ce matin. Il y a beaucoup de gens en Iran qui attend ça. Moi, je ose même pas dire ce que moi j'ai envie, parce que moi, je suis juste un écho. Peut-être tout le monde qui attend quelque chose de l'extérieur, parce que vous voyez comment les gens avec les mains vides peut être face à un régime qui tue. Azadeh Kian, est-ce que ce régime peut tomber ? Écoutez, moi je suis persuadée que ce régime va s'effondrer, mais là où l'aide étrangère est importante, c'est justement d'aider cette fragilisation et accélérer cet effondrement. La raison pour laquelle je pense que, par exemple, si réellement l'Europe applique les conséquences de cette décision de placer les gardiens sur la liste
des organisations terroristes. Vous pensez que ça peut avoir des conséquences vraiment concrètes? Absolument, parce qu'il ne faut pas savoir que, par exemple, on parle des gardiens de la Révolution qui sont les vrais maîtres de ce pays. Mais expliquez-nous qui sont ces... On les appelle les Pasdaran aussi? Les Pasdaran, c'est en fait un corps qui a été créé dès le 1979, dès la victoire de la Révolution, parce que l'armée régulière était l'armée du Shah d'Iran, et donc les islamistes qui étaient arrivés au pouvoir ne faisaient pas confiance à l'armée du Shah, donc ils ont créé ce corps d'élite et gardiens de la Révolution qui ont participé à la guerre Iran-Irak, qui ont obtenu énormément de pouvoir, et à partir de 1989 aussi, on leur a donné énormément de leviers économico-financiers, de sorte qu'aujourd'hui en Iran, il y a énormément d'entreprises qui appartiennent aux gardiens de la Révolution. La télécommunication appartient aux gardiens de la Révolution, et j'en passe d'autres. À cela s'ajoutent d'autres fondations. Donc en fait... Vous pensez que les Iraniens... C'est un oui. Les Iraniens attendent, comme Golshifteh Farahani le dit, que les États-Unis frappent, notamment les Pasdaran, militairement aujourd'hui? Écoutez, je ne sais pas ce que dit Golshifteh Farahani. Est-ce que vraiment elle parle de frappe aérienne? On sait que beaucoup de gens en Iran attendent ça, en parlant d'une intervention américaine. Alors beaucoup, oui et non. Oui, si on pouvait envisager une attaque uniquement contre les gardiens de la Révolution et contre ceux qui sont au pouvoir, sans causer de destruction, sans provoquer de la mort des milliers d'Iraniens innocents, pourquoi pas? Mais en fait, on sait que c'est pas possible. Et on sait que les États-Unis n'ont pas les moyens d'envoyer leur armée. On sait aussi que les Iraniens, le régime islamique d'Iran a maintenu quand même une capacité de nuisance, ont déjà menacé de fermer le détroit d'Ormuz, attaquer par exemple les pays voisins de l'Iran, voire l'armée américaine stationnée dans la région. Pour rebondir sur ce que vous dites, si je comprends bien, Frédéric Ancel, pour renverser le régime, il faudrait que les États-Unis envoient des troupes au sol. Ça causerait des dégâts, et c'est pas un scénario pour Donald Trump? Ou il y a d'autres scénarios? Pour qu'un régime chute, il faut des faits constitutifs, des facteurs déterminants. Pour l'instant, et j'espère bien évidemment me tromper, à court terme, je n'en vois pas. Et il en manque notamment un. C'est le basculement de l'armée régulière en défaveur du régime et en faveur des manifestants, ou à tout le moins d'une partie de cette armée. Et jusqu'à présent, c'est pas ce qu'on a vu, à quelques individus près. Et ça, si vous voulez, aujourd'hui, c'est rédhibitoire. J'ajoute qu'à la frontière, il n'y a pas d'armée iranienne attendant, d'opposants bien évidemment, attendant le soutien, pourquoi pas, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, que sais-je encore, ou d'autres pays de la région, de pénétrer dans le pays. Et les manifestants, gloire à eux, ont décidé jusqu'à présent en tout cas, de lutter effectivement, comme ça a été très bien dit, à main nue. Mais pardon, tout cela ne permet pas, me semble-t-il, sauf, j'allais presque dire, miracle politique, de renverser un régime qui ne recule devant aucune espèce d'assassinat de masse. On l'a vu encore ces dernières semaines. Et un scénario à la Maduro est-il envisageable? On sait que le Pentagone, dans toutes les options qu'ils ont proposées au président Trump depuis des semaines, ce serait éventuellement de frapper Ali Khamenei, qui est réapparu, il avait disparu depuis le 17 janvier, il est réapparu ce week-end. Est-ce que vous pensez envisageable que Donald Trump essaie de frapper directement le guide suprême? Oui, qu'il l'envisage, ça c'est tout à fait évident. Est-ce que ça sera aussi facile? Je n'en suis pas convaincu du tout, d'une part. D'autre part, même si Ali Khamenei devait être kidnappé, il n'est pas certain que les régimes tombent. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé au Venezuela. Et j'ajoute cerise sur le gâteau, et je répète ce que je disais tout à l'heure, Trump ne s'intéresse pas réellement à la fin du régime. Il veut modifier la politique militaire de ce régime, mais pas nécessairement modifier la nature assassine de ce régime. Azadekian, la chute du guide suprême ne suffirait pas à renverser les mollahs pour vous? Je ne le pense pas, parce qu'en fait, un autre scénario qui est envisageable, visiblement par Trump et ses proches, c'est par exemple de négocier avec les gardiens de la Révolution, essayer par exemple de placer des militaires gardiens de la Révolution au pouvoir et de se débarrasser de Khamenei, parce que c'est aussi Khamenei qui refuse toute négociation avec les États-Unis. Mais bon, c'est pas une solution pour les Iraniens qui souhaitent, dans leur grande majorité,
le renversement de ce régime. Je voudrais juste ajouter quelque chose, et c'est pour ça que je pense que les pressions externes sur ce régime peuvent donner à terme des résultats et sans frapper nécessairement. C'est que les gardiens de la révolution, dont le nombre est estimé à environ 200 000, ne sont pas tous bénéficiaires de la manne pétrolière. Il faut le savoir. Moi, j'ai eu dans mes enquêtes des gardiens de la révolution qui étaient obligés de travailler le week-end pour gagner leur vie. Pareil pour l'armée régulière dont parle Frédéric Ancel. Donc en fait, ces gens-là, à terme, quand les pressions économiques sont beaucoup plus importantes, deviennent de plus en plus importantes, sont susceptibles de lâcher ce régime. D'où l'importance de cette sanction européenne de les placer sur la liste des organisations terroristes. Intelligentes contre le régime, pas contre la population iranienne. Les sanctions qui ont été décrétées jusque-là étaient contre la population iranienne. Maintenant, il faut aller vers les sanctions contre le régime, bloquer leur avoir à l'étranger, effectivement, renvoyer leurs enfants qui sont là. Au moins 5 000 de leurs enfants sont en Europe, aux États-Unis, au Canada. Qu'est-ce qu'ils font là? Il faudrait les renvoyer, les expulser. Il faut les renvoyer chez leurs parents, si vous voulez. Et donc, voilà, tout ça, ce sont des pressions qui, à terme, feront que cet effondrement dont je parle sera accéléré. Justement, en attendant, Azadikian, vous avez des nouvelles de vos proches là-bas, vous avez des contacts. Quel est l'état d'esprit en ce moment? Qu'est-ce qui est le plus probable, selon vous, après ces massacres? C'est que la société iranienne renonce? Ou vous pensez qu'elle va continuer à se battre? Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas? Pour l'instant, ce que j'entends plutôt de loin, c'est la dépression, c'est l'état de sidération. Personne ne croyait le régime capable de ce massacre. Rien que moi, dans mon entourage, j'ai appris la mort de 5 personnes, 2 personnes blessées. Rien que moi. Imaginez l'ampleur de ce massacre à travers l'Iran. Donc les gens sont en deuil, vont être en deuil, vont continuer à détester ce régime. Et vous savez, cette jeunesse de la génération Z ne va pas se laisser faire. En 2023, il y a eu le mouvement Femmes Liberté, il y a eu aussi plusieurs centaines de tués. Ils sont 2 ans, 3 ans plus tard, ils sont de nouveau dans la rue. Beaucoup de jeunes. Ça, c'est très frappant, Frédéric Ancel. Est-ce que c'est spécifique à la société iranienne? C'est pas la première fois que cette jeunesse, que cette société se révolte, va dans la rue, prend des balles réelles, mais continue. Non seulement c'est pas la première fois, mais ça remonte aux années 2000 et même encore un petit peu avant. Alors vous avez effectivement des facteurs socio-économiques qui peuvent expliquer ce ras-le-bol, parce que le pouvoir est un pouvoir non seulement assassin, mais prévaricateur, voleur, pillard en quelque sorte des ressources de cet État, d'une part. D'autre part, pour des raisons politiques, sociétales, idéologiques, religieuses évidemment, on a affaire non seulement à une révolte d'une grande partie de la jeunesse, mais d'une partie de la population de manière générale. Je pense qu'il faut saluer le niveau de conscience politique d'une part, et la volonté jusqu'à présent en tout cas de ne pas faire couler le sang d'autre part, de la part de cette population. Justement, il y a un homme qui attise la révolte, Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah. A-t-il, selon vous, une quelconque chance d'être un véritable recours? Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, au sein de la population iranienne, un véritable leadership à mon sens, non. Ou en tout cas, moi, je ne le connais pas. Maintenant, à l'extérieur, vous avez des forces plus ou moins importantes, plus ou moins représentatives. Aujourd'hui, il est vraisemblable, et très vraisemblable même, que le plus représentatif parmi les leaders potentiels, si ce régime tombait, ce serait le fils du Shah d'Iran. D'ailleurs, on l'a entendu ces dernières semaines. Mais attention, je ne sais pas dans quelle mesure c'est une représentativité exprimée par dépit face à l'actuel régime qui bien évidemment honnie et déteste par définition ce personnage, ou est-ce que c'est par adhésion authentique? Je crois qu'on le saura le jour où ce régime aura enfin chuté. Il faut qu'on accélère, réponse courte pour la question qui a retrouvé sur les réseaux sociaux. On aimerait que vous exprimiez tous les deux. Aujourd'hui, la question qui s'embrase, Frédéric Ancel, si les USA frappent l'Iran, que se passe-t-il? Est-ce l'embrasement, la guerre régionale? Oui et non. Alors je le dis en 2 mots. Oui, parce que perdu pour perdu, la République islamique d'Iran va tenter effectivement de frapper des bases américaines situées chez ses alliés, vraisemblablement frapper Israël comme Saddam Hussein le fit à l'époque au début des années 90. Mais non au sens où l'Iran n'a pas la capacité de l'emporter si réellement ce régime décidait de provoquer le chaos dans la région.
Zadekian, est-ce que comme votre voisin dont le titre du livre est « La guerre mondiale n'aura pas lieu », vous pensez que la guerre mondiale n'aura pas lieu, en tout cas que la guerre régionale n'aura pas lieu? Non, je ne pense pas que la Chine et la Russie, par exemple, vont intervenir pour soutenir le régime islamique d'Iran dans le cas des frappes américaines, ça on le sait. Moi, je voudrais néanmoins dire que pour l'instant, on sait que seuls 17% des manifestants avaient scandé le nom de Reza Pahlavi, déjà pour des raisons diverses, comme vous l'avez expliqué, mais en fait, en tout cas, il n'est pas la seule figure, il est l'une des figures. Il faut qu'il fasse une coalition dès maintenant. Merci beaucoup à parce tous que les le deux. régime ne sera pas renversé tant qu'il n'y a pas d'opposition. Merci à tous les deux, Frédéric Ancel et Zadekian. Je rappelle votre livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu, chez Odile Jacob. Frédéric Ancel, merci Paul. Merci Agathe, à demain. Tout de suite les informés.